Salut à tous, bienvenue donc sur Nutri Podcast, épisode 19, où on va parler donc aujourd'hui du jeûne. J'ai deux invités, donc la première fois que je fais une co-interview, on va dire, avec deux experts qui nous viennent donc du Canada, précisément du Québec. Donc elles vont nous parler de leur dernier livre. Elles ont co-écrit plusieurs livres, mais là on va parler donc du dernier livre, donc de comment jeûner. Et donc on va donc bien détailler. On a eu des petits problèmes d'enregistrement, mais on a pu se débrouiller. Donc on va détailler plusieurs informations sur le jeûne, pour quelles raisons, comment le faire, quel type de jeûne. Donc voilà, très intéressant. Bien sûr, je vais mettre ma patte avec mon expérience personnelle du jeûne, qui a plus de 5 ans, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc j'ai comme invité donc Dr Evelyne Bourdua-Roy et Sophie Roland. Donc, comme je dis, donc elles ont coécrit le livre. Evelyne donc est une médecin généraliste. Donc elle est fondatrice donc, de la clinique Reversa au Québec. Et Sophie, donc elle est neuroscientifique, donc spécialiste de l'alimentation cétogène et directrice de la clinique Reversa. Voilà. Donc vraiment heureux donc de discuter avec elle. Voilà, on a été vraiment direct, on a parlé de choses vraiment très intéressantes, très importantes. Donc suis bien. En même temps, je te mettrai donc les liens vers la clinique et vers ce qu'elles ont encore coécrit. Et surtout, donc, pour aider le podcast, n'hésite pas à partager et à commenter. Et si bien sûr tu veux aller plus loin avec elles, n'hésite pas à les contacter. Donc, je te dis à tout de suite avec donc Evelyne et Sophie. Salut Evelyne, salut Sophie. Bonjour. Bonjour à vous. Grand merci de prendre le temps donc, de nous parler du jeûne, le dernier livre que vous avez sorti. Euh, Ça va être un peu plus court que d'habitude, donc je vous laisse vous présenter. Donc, Evelyne en premier ou Sophie, je ne sais pas laquelle qui veut commencer, se présenter. Je vais laisser Dr Bourdouarois débuter. Oui, alors, je m'appelle Evelyne Bonduarois, je suis médecin de famille au Québec, au Canada, et je m'intéresse en fait aux maladies chroniques liées au style de vie depuis 2016 environ. Et je me suis beaucoup formée et justement en maladies métaboliques liées au style de vie qu'on pouvait renverser avec l'alimentation, avec le jeûne, avec les autres habitudes de vie. Et en 2017, j'ai fondé la Clinique Reversa. En 2017, j'ai fondé la Clinique Reversa en banlieue de Montréal pour aider les gens justement qui veulent utiliser l'alimentation, le jeûne pour améliorer dans le fond la gestion de leurs maladies chroniques, voire même les renverser. Et donc, je suis aussi également auteure de plusieurs livres qui, au Québec, ont été de véritables best-sellers sur l'alimentation cétogène. Et en collaboration avec Sophie, on vient de terminer la rédaction et de lancer en France la rédaction du livre Comment jeûner, qui explique, on va en discuter, j'imagine, pendant ce podcast, on va en discuter plus amplement, mais voilà. Et Avec donc, grand plaisir, parce que moi, je jeûne oui. depuis, l'audience le sait, je jeûne depuis plus de 5 ans, mais souvent, j'ai fait des grosses bêtises, donc je les ai appris après. Et même dernièrement, j'ai tenté le jeûne de 24 heures à sec, sans eau, que je ne connaissais Oui. pas. J'ai fait il y a 6 mois un jeûne de 5. Avant ça, on va quand même laisser présenter Sophie, quand même. Désolé, Sophie. Ah, il n'y a pas de souci. Bonjour, je suis Sophie Roland. Moi, je suis la maman de 4 enfants et j'ai une famille céto. Donc, nous, on a fait le virage céto en 2018 déjà et j'ai une maîtrise en neurosciences. Je suis neuroscientifique, donc une spécialiste du système nerveux, mais plutôt au niveau cellulaire et moléculaire, là, la communication, l'apprentissage et les maladies neurodégénératives. Et je suis présentement en train de faire une maîtrise en nutrition. Et comme travail, je suis la directrice clinique de Reversa. Donc, j'ai eu le plaisir et le bonheur d'accompagner plusieurs patients de la clinique là, dans leur cheminement, dans leur programme, ce qui a fait en sorte que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de suivi. Plusieurs milliers de suivis, ce qui nous donne Reversa une expérience clinique particulière, là, étant donné qu'on a vu plusieurs cas, autant les hommes, les femmes, des gens plus jeunes, des gens avec une plus grande expérience, nous dirons. Donc, voilà un peu mon background. Et merci pour les présentations. Donc là, je pense que l'audience a compris que c'est du sérieux. On a deux femmes expertes dans le domaine qui vont nous parler de vraiment de cas, parce que vous avez suivi beaucoup de personnes, donc c'est très bien. Donc, première question.
comment bien jeûner. Parce qu'il y a plusieurs types de jeûnes, on entend un peu plein de choses partout. Moi, j'étais adepte pendant quelques années du 16-8 heures. Après, je suis passé à 18-6. Après, comme je suis souvent Dr Berg et certains experts, donc je me suis fait le OMAD, One Meal a Day. Après, j'ai presque tout essayé, mais j'en suis sûr que je vais apprendre beaucoup de choses. Donc, comment on fait pour bien jeûner? Voilà. Je pense que la première des choses et la chose la plus importante est de bien s'informer sur bon, qu'est-ce que c'est exactement qu'on veut dire par jeûner? Est-ce qu'on peut consommer ou non certaines choses? Est-ce qu'on peut boire? Est-ce qu'il y a des éléments à prendre en considération? Donc, bien s'informer, ce serait la première étape. Ensuite, je dirais, faut cibler pourquoi on veut jeûner. Et ça, ben, c'est propre à chacun, hein, parce que ceux qui nous écoutent à la maison, il y en a qui font du jeûne pour des raisons religieuses. Il y en a qui veulent faire du jeûne pour des raisons un peu plus spirituelles, pour se reconnecter ou se sentir mieux à la suite d'une période de stress, par exemple. Nous, à la clinique, on utilise beaucoup le jeûne d'une manière thérapeutique. Donc, pour les gens qui ont des problèmes de santé particuliers et on les accompagne là-dedans. Et donc, je pense que la première étape, là, c'est de vraiment comprendre pourquoi est-ce qu'on veut jeûner, et ensuite, c'est plus facile de décider, bon, ben selon mes objectifs et mon point de départ, parce que c'est sûr que si vous êtes beaucoup, très en surpoids, par exemple, versus quelqu'un qui est déjà très, très maigre, plutôt fragile, vous vous relevez d'une longue convalescence, par exemple, c'est peut-être pas nécessairement la même façon d'aborder le jeûne. Du moins, on va peut-être pas considérer la même durée ou la même fréquence. Et donc, à partir du moment où on comprend, on connaît notre point de départ et on comprend ses objectifs personnels, et là, c'est beaucoup plus facile de décider, bon, quel jeûne je devrais faire. Et là, il existe évidemment une multitude de jeûnes, mais la plupart, en fait, se ressemblent. Il y a des bases qui sont communes à tous les types de jeûnes. Et dans les limites où il n'y a pas de contre-indication, nous, on invite souvent nos patients à jeûne, divers types de patrons de jeûne, de fréquence et de durée, jeûner avec des aides au jeûne ou jeûner sans aide au jeûne, jeûner de manière très, très puriste là, à l'eau et au sel ou jeûner avec des bouillons d'os faits maison, par exemple. Il y a un truc que tu as dit qui est très bien, que je vais reprendre parce que je l'ai entendu par un autre expert, c'est que moi, j'ai toujours fait le jeûne 16-8 heures assez longtemps. Et en plus, moi, j'ai une facilité parce que j'ai essayé le jeûne dans l'autre sens où je ne mangeais pas le soir, je n'arrivais pas. Mais de sauter le petit déjeuner, pour moi, c'était facile parce que je le faisais déjà avant sans le savoir. Et donc, tu as dit un truc que j'ai entendu par un autre expert, donc je ne sais pas si vous allez confirmer tous les deux, c'est que même si on est fort dans le jeûne, qu'on est bien et qu'on est bien accompagné, ça, c'est la deuxième question, est-ce qu'il faut se faire accompagner? Est-ce que c'est bien aussi donc des fois de casser un peu le rythme à d'habitude et changer de jeûne, de ne pas faire toujours le même jeûne, de choquer un peu le corps en faisant des jeûnes différents pour pas toujours avoir un système trop identique. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. En fait, ce qu'il faut qu'on unisse, souvent, on va aussi mentionner que c'est important d'y aller graduellement et d'apprendre à apprivoiser les vagues de faim. Parce que, comme vous l'avez dit, souvent, on nous dit que le déjeuner, le petit déjeuner est le repas le plus important, qu'on ne doit pas le sauter et tout ça. Donc, il y a plusieurs paramètres comme ça qui nous ont été imposés tout au long de notre vie, que quand on ne mange pas, on prive notre corps, qu'ensuite de ça, il va stocker. Donc, souvent, on part avec plusieurs a priori. Donc, d'y aller progressivement, d'apprivoiser la vague de faim, de comprendre qu'on ne perd pas d'énergie en jeûne et au contraire qu'on en gagne est quelque chose de positif et c'est une façon positive de jeûner. Et le fait de changer les patrons de jeûne va aussi en ce sens-là. C'est-à-dire que de varier nos patrons de jeûne, de décider cette semaine, par exemple, je vais faire un repas par jour 2 fois. La semaine prochaine, je vais tenter un jeûne un petit peu plus long, je vais faire un 30. De décider cette semaine, par exemple, je vais faire un repas par jour 2 fois. La semaine prochaine, je vais tenter un jeûne un petit peu plus long, je vais faire un 36 heures ou un 42 heures. C'est-à-dire que je vais aller, par exemple, du dîner le dimanche, je ne vais pas manger lundi et je vais me rendre au petit déjeuner ou au déjeuner le mardi. Et ça, bon, on change ainsi le patron de jeûne et cette façon-là
d'avoir du jeûne régulièrement, donc chaque semaine, mais en changeant la façon de faire, en changeant le type ou la durée, ça permet au corps de s'adapter. Et c'est cette adaptation-là qui donne les bénéfices que l'on connaît au jeûne. Est-ce que, donc, comme je disais tout à l'heure, est-ce que dans ces cas-là, il faut, enfin, après, ça dépend des cas, bien sûr, est-ce qu'il faut se faire accompagner? Moi, par exemple, je ne me suis pas fait accompagner, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup suivi donc, certains experts sur Internet. Après ça, que moi, j'ai pas de poids à perdre un peu, mais j'ai pas de poids à perdre. Et je suis venu au jeûne après un marathon. J'ai fait le marathon de Paris. Et j'étais en plus, c'est marrant, plus gros que ce que je suis actuellement. J'étais plus lourd, pourtant je courais quasiment 30 km par semaine. Mais je mangeais normalement, donc beaucoup de sucre parce que j'ai toujours mis les fruits. J'étais ancien vegan. Donc je suis passé donc, de vegan à céto végétarien, on va dire. Mais c'est céto, ça fait que depuis 2 ans. J'ai commencé par le jeûne, je trouve ça pas mal. Et ensuite, parce que je trouvais ça bizarre de faire le jeûne. Et dès que j'avais fini mon jeûne, à partir de 12h30, je mangeais des frites et des pizzas. Je me dis, c'est bizarre. Et en fin de compte, indirectement, j'ai changé l'alimentation pour adapter, pour faire, voilà, mais bon, parenthèse. Est-ce que donc il faut donc déjà se faire suivre? Et est-ce que donc les jeûnes dont on a parlé, c'est toujours donc de l'eau et du sel? C'est des bonnes questions parce que, en fait, il faut prendre en considération le point de départ des gens, c'est-à-dire leur état ou leur condition actuelle. Donc, quelqu'un qui est jeune, en bonne santé, prend pas de médicaments, n'a pas de problème de santé particulier, à part d'être au courant de la base en matière de jeûne, il n'y a pas vraiment nécessairement d'accompagnement nécessaire pour un jeûne court. Un jeûne très court, comme du 16-8 ou du 18, par exemple, ou un 24, 36, 42, 72, même un jeûne de 5 jours, c'est encore relativement court. Et donc, il n'y a pas nécessairement d'accompagnement qui est nécessaire. C'est important. Le plus important, en fait, c'est de rester bien hydraté et de prendre du sel, des petites quantités de sel, du sel de table, là, n'importe quel sel, du sel himalayen, comme vous voulez. De prendre du sel, de petites doses de sel à intervalles réguliers pour éviter l'hyponatrémie, qui peut donner des symptômes de malaise, d'inconfort, comme des étourdissements, voire des petits points noirs là, dans son champ de vision, un petit mal de tête, une nausée, l'impression de manquer d'énergie, d'être fatigué. Tout ça, c'est des manifestations. Ça peut être des manifestations de manque de sel, donc d'hyponatrémie, et on veut éviter ça en jeûne. Donc, la base de la base, c'est vraiment l'eau et le sel. Et ne pas s'en priver. Et je comprends qu'il y a des gens qui, pour des raisons religieuses, doivent faire des jeûnes secs, mais ces jeûnes secs-là ont toujours un maximum de moins de 24 heures. Donc, au-delà de 24 heures, nous ne recommandons pas de faire des jeûnes secs. C'est dangereux pour les reins. Cela dit, ça, c'est pour des personnes en santé. Donc, quelqu'un qui aurait le diabète de type 2, par exemple, et qui prendrait de l'insuline, eh bien, cette personne aurait tout intérêt à justement bénéficier d'une supervision pour faire un jeûne, même un jeûne court. En fait, parce que le problème, c'est que l'insuline actuellement est ajustée en fonction de la prise régulière de repas. Et là, si l'individu ne mange plus, va être trop grande par rapport aux besoins. Et donc, il y a un risque de faire une hypoglycémie. Et une hypoglycémie induite par trop d'insuline exogène, ben ça peut mener au coma ou à la mort. Donc, c'est à prendre au sérieux. Donc, en général, les gens qui prennent des médicaments, qui ont des problèmes de santé particuliers, vaut mieux consulter un professionnel de la santé avant de se lancer dans un jeûne. C'est plus prudent. D'accord, donc je précise bien. Donc, se faire suivre par un expert quand on a une maladie, hein, que ce soit le diabète ou d'autres maladies. Tu parlais dans le de médicaments, parce que moi, j'ai jamais fait. Mais j'ai souvent dit qu'on peut aussi faire donc, le jeûne avec des compléments alimentaires, enfin, des suppléments du type, par exemple, des vitamines, comment dirais-je, la spiruline. Est-ce que ça, on peut le prendre, ça, quand on fait le jeûne? En fait, il n'y a pas de contre-indication à prendre des suppléments au même moment du jeûne. Il faut prendre en considération au même moment du jeûne, il faut prendre en considération que souvent, si par exemple on parle d'une multivitamine, parfois il y a du fer à l'intérieur et ceci peut être difficile sur un estomac vide. Alors, il faut toujours considérer la tolérance gastrique. Alors, si par exemple prendre
votre magnésium ou votre calcium ou le supplément, la vitamine B que vous prenez ne vous cause pas d'inconfort gastrique, il n'y a pas de souci à poursuivre là, notre prise de suppléments naturels là, durant la période de jeûne. Cependant, en ce qui concerne la vitamine D est toujours mieux absorbée par le corps quand elle est prise avec une bonne quantité de gras. Et ceci amène comme limite que si vous jeûnez pendant plusieurs jours, il est fort à parier que la vitamine D que vous allez prendre va juste passer tout droit. Et là, je vous nomme la vitamine D parce que c'est la vitamine qui est souvent la plus populaire, là, que les gens prennent en supplément, mais c'est la même chose pour les autres vitamines liposolubles. Hein. On reconnaît les vitamines liposolubles par l'acronyme ADEK, donc A-D-E-E-K. Donc, voilà. On va privilégier de prendre ces vitamines-là lors d'un repas. D'accord. Pour en avoir une absorption optimale. Et donc, quand tu as parlé donc de gras, de graisse, moi, c'est comme je t'ai dit, donc je suis venu après à l'alimentation cétogène, parce que quand j'ai fait le jeûne, j'étais vegan. Mais est-ce que donc, souvent il est conseillé, est-ce que c'est vrai qu'il c'est mieux quand même de lier les deux, l'alimentation cétogène et donc le jeûne, le fait de manger du gras, ça aide à mieux faire le jeûne? En fait, c'est complémentaire et synergique. Selon notre point de vue à nous, c'est optimal d'allier les deux, donc d'allier une alimentation faible en glucides ou cétogène avec la pratique régulière, constante du jeûne. Cela dit, bien sûr, l'alimentation faible en glucides ou cétogène en soi, c'est déjà une amélioration par rapport à l'alimentation standard. Et le jeûne tout seul, pris isolément, c'est aussi une amélioration par rapport aux habitudes de vie standard. Mais quand on combine les deux, en fait, c'est plus puissant. Puis ça, c'est pas de la théorie, en fait, c'est ce qu'on constate là, à la clinique chaque jour, tous les jours, avec nos patients qui réussissent à combiner les deux, et la majorité le font. Les résultats sont vraiment beaucoup plus importants et ils arrivent plus rapidement. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on jeûne, quand on est dans un état de jeûne, on est dans un état métabolique et hormonal qui est distinct de l'alimentation hypocalorique. Hein. Si vous faites un régime, puis vous décidez de perdre du poids, vous faites un régime, vous coupez 250 à 500 calories par jour dans l'espoir de maigrir, vous êtes en hypocalorie. Et ça, c'est un état métabolique en soi, mais qui n'a rien à voir avec l'état métabolique et hormonal du jeûne. Et quand vous êtes dans un état métabolique et hormonal propre au jeûne, en fait, vous, entre autres choses, le taux d'insuline qui est en circulation dans votre sang diminue. L'insuline, c'est une magnifique hormone qui a multiples fonctions dans le corps humain. Une de ses principales fonctions, c'est de décider si le corps se met en mode stockage des graisses ou en mode brûlage des graisses. Donc, chaque fois que vous sécrétez de l'insuline, vous êtes en mode stockage des graisses. Quand est-ce qu'on sécrète de l'insuline? On sécrète de l'insuline principalement après avoir mangé des glucides, donc du sucre. Quand on mange des glucides, par exemple une tranche de pain, un bol de pâte alimentaire, par exemple un fruit, quand on mange des glucides, mais la digestion fait en sorte que le corps découpe ça en petites molécules de glucose, principalement, fructose aussi, mais principalement glucose. Et ce glucose, pour être utilisé par le corps, eh bien, il doit y avoir la sécrétion de l'hormone insuline de la part du pancréas. Tout ça est normal et souhaitable, c'est physiologique, on veut ça. Cela dit, on ne veut pas avoir beaucoup d'insuline de sécréter et on ne veut pas en sécréter souvent de l'insuline parce que si on est en état d'hyperinsulinémie, bien ça amène toutes sortes de problèmes de santé métabolique. Ça fait grossir aussi, ça fait prendre du poids parce que l'insuline, c'est l'hormone du stockage des graisses. Donc, quand on est dans un contexte de jeûne, eh bien, on ne mange pas. Donc, il n'y a pas lieu de sécréter beaucoup d'insuline. Donc, il y a très peu d'insuline de sécréter, juste assez pour les besoins de base du corps. Donc, le taux baisse dans le sang et ça nous permet de brûler des graisses. Hein, les graisses qu'on stocke
peuvent être brûlés quand le taux d'insuline est bas. Donc, en soi, le jeûne favorise la diminution de la résistance à l'insuline, favorise le brûlage des graisses, etc. Mais l'alimentation faible en glucides et cétogène vise aussi à faire la même chose, c'est-à-dire que si on mange peu de glucides, moins de glucides que l'alimentation standard actuelle en 2021, si on mange moins de glucides, peu de glucides, eh bien, on va sécréter moins d'insuline. Et donc, on va permettre au corps d'être moins en mode stockage des graisses. Donc, si vous imaginez que l'un ou l'autre permettent au corps de réduire son taux d'insuline, de réduire le mode stockage des graisses, bien, on comprend facilement que si on combine les deux, c'est encore plus puissant. Mais effectivement, qu'on peut très bien ne pas être cétogène et jeûner, et on peut très bien jeûner et ne pas être cétogène ou avoir une alimentation qui est très glucidique. Les deux se font. Les meilleurs résultats, cependant, se voient avec les gens qui combinent les deux. Et donc, c'est pas une obligation de faire l'alimentation cétogène. Mais par rapport à ce que tu dis, parce que ça on entend souvent, et de plus en plus on parle d'éviter de grignoter. Et donc, en plus donc, du jeûne et de l'alimentation cétogène, il est conseillé, après vous allez me dire si c'est vrai, de manger 1 à 2 fois par jour, surtout donc, la mode, je crois que j'ai entendu souvent Dr Beurre parler de ça, et aussi Marc Sisson, qui a sorti un livre dessus, qui dit qu'il vaut mieux, et moi j'ai même testé, même si c'est compliqué pour moi, et j'aime bien grignoter, manger 2 fois par jour. Et que là, en fin de compte, c'est vraiment les résultats classiques parce qu'il n'y a pas automatiquement, donc on laisse le temps à notre système de bien gérer l'alimentation et il n'y a pas de pic d'insuline parce qu'on ne mange pas. Donc, je ne sais pas si vous allez confirmer. Donc, je sais pas si vous allez confirmer ça. Oh, bien sûr. En fait, chaque fois qu'on mange, on sécrète de l'insuline. Et la quantité d'insuline qu'on va sécréter, elle va être en fonction des variations du glucose dans le sang, là, ce qu'on appelle la glycémie. Et donc, quand on mange un repas qui est riche en glucides ou en fait plus élevé en glucides, la montagne russe qui est créée par l'apport en glucides par la bouche va faire en sorte que la glycémie va monter beaucoup et le pancréas va devoir réagir promptement avec la même intensité. Donc, il va sécréter beaucoup d'insuline. Quand on choisit l'alimentation faible en glucides ou cétogène, on réduit drastiquement la quantité de glucides qui entre par la bouche. Par conséquent, la glycémie va bouger, mais très peu, et donc le pancréas va sécréter, oui, de l'insuline, mais à moindre importance. Donc, si on part de ce principe que nous mangeons, nous allons sécréter de l'insuline et donc, par conséquent, se mettre en mode stockage des graisses. Quand on concentre nos repas à manger seulement 2 fois, mais on va sécréter d'une façon importante de l'insuline seulement 2 fois. Chaque fois qu'on grignote, on va sécréter de l'insuline, un petit peu, beaucoup, passionnément, tout dépendant de ce qu'on décide de grignoter. Mais on doit penser que chaque fois que l'on épargne un repas, bien, on réduit la quantité d'insuline qui est sécrétée. Et ça, c'est un avantage métabolique pour le corps. Ça tombe bien que tu dises ça parce que pendant qu'on discutait, j'ai pensé à un grand gourou, on va dire, de l'alimentation cétogène et du jeûne, enfin, plutôt américain. Et il y a souvent 2 grandes écoles dans la famille jeûnard cétogène. Certains qui disent qu'on peut faire le jeûne en commençant le matin avec du café et du gras, donc le fameux du gras, donc le fameux café au beurre, on va dire, ou sans coco, si on a envie. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que certains d'autres experts disent non, c'est impossible, on ne peut pas faire le jeûne, automatiquement, ça va faire monter un pic d'insuline si on prend du café avec du gras. Est-ce que c'est conseillé de faire un jeûne avec le matin, déjeuner juste un café ou du thé avec du gras dedans, donc coco ou du beurre? Ou est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça casse le jeûne? Bien, en fait, dans notre livre Comment jeûner, on a toute une section qui explique qu'est-ce qui casse le jeûne et qu'est-ce qui ne casse pas le jeûne. Et là, ça dépend du type de jeûne qu'on est en train de faire. Donc, si on fait un jeûne autophagique parce qu'on vise vraiment à optimiser l'autophagie pour des raisons, par exemple, il y a des cancers, il y a du cancer dans la famille, on veut faire de la prévention,
ou on est en chimiothérapie et on veut optimiser les effets de la chimio sur le cancer, bien, au sel. Ça dépend du type de jeûne qu'on veut faire. Si on veut faire un jeûne de perte de poids ou un jeûne pour améliorer les glycémies chez un diabétique, eh bien, là, c'est pas les mêmes choses qui vont casser le jeûne, disons. Donc, on en parle abondamment dans le livre, là, parce que ça, c'est effectivement une des questions qu'on se fait poser parmi les plus fréquentes. Pour être plus précise, quand vous prenez un café avec du gras dedans, le but de ça, c'est de vous donner un peu d'énergie pour vous permettre de rester en jeûne, donc de ne pas vous alimenter, de ne pas manger des aliments solides. Mais parce que le gras, dans le fond, les lipides, c'est une des deux sources d'énergie du corps humain. En fait, le corps humain préfère faire de l'énergie soit avec du sucre, soit avec de la graisse ou des lipides. Le corps humain peut faire de l'énergie avec les protéines, là, mais c'est pas sa préférence. C'est plus compliqué métaboliquement. Donc, soit le sucre, soit la graisse qui servent d'énergie. Le sucre, on le sait, va engendrer une sécrétion d'insuline. Donc, ça, c'est problématique si on essaie de jeûner. Tandis que la graisse, les lipides, eux, ne nécessitent pas de sécrétion, n'engendrent pas de sécrétion d'insuline par le pancréas. Et donc, on peut avoir un apport en énergie pour si on a faim ou pour tenir le coup, sans déclencher la sécrétion d'insuline qui met le corps en mode stockage des graisses et qui nous sort, en fait, qui casse le jeûne, qui nous sort de notre état métabolique là, de jeûne. Donc, oui, absolument, c'est possible de prendre un café avec du gras le matin. Si ça peut sembler un peu bizarre aux gens qui nous écoutent, ça goûte meilleur qu'on le pense, mais il faut le fouetter. Hein. On peut pas juste faire un café noir et mettre une cuillère de beurre là-dedans et le laisser fondre. C'est effectivement pas très bon. Mais si on le fouette là, dans un petit appareil ou avec un petit fouet manuel, en fait, ça devient mousseux, ça devient onctueux, velouté et ça peut être agréable au goût de certains. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est une béquille. En fait, donc si on est en train d'apprendre à jeûner, on est en train d'apprendre à sauter le petit déjeuner, c'est une habitude de toute une vie. Chaque fois qu'on se lève, automatiquement on déjeune et là on peut avoir recours au café gras, au thé gras, à la tisane grasse si on veut, pour se donner un peu de nutriments, donc un peu d'énergie. Sans toutefois empêcher la bascule métabolique du jeûne, là, dans le fond, et sans affecter, dans le fond, la sécrétion de l'insuline. Idéalement, cependant, on dit à nos patients, servez-vous-en comme aide, comme béquille dans votre apprentissage, mais dès que possible, cessez de prendre des cafés gras le matin. L'idéal, c'est plutôt un café noir. Si vous n'êtes pas capable de prendre un café ou un thé noir, bien, mettez un petit soupçon de crème, non pas de lait, parce qu'il y a beaucoup plus de sucre dans le lait. C'est des sucres naturels, mais c'est des sucres quand même. Et donc, dès que possible, arrêtez. Mais si vous en avez vraiment besoin et que grâce à ce café-là, vous êtes capable de prolonger votre fenêtre de jeûne jusqu'à midi, 13h, 14h, c'est correct. C'est correct. Pour l'instant, faites vos jeûnes comme ça, vous avez gagné. Mais on sait qu'il y a certains patients qui adorent les cafés gras et là, ils en prennent 1 et 2 et 3 et 4. On en a vu jusqu'à 8 par jour chez nos patients des cafés gras. Mais évidemment, si vous passez votre journée à boire des cafés gras, vous avez des apports en calories toute la journée. C'est pas optimal. Disons que c'est peut-être pas tout à fait compatible avec une perte de poids si c'est ce que vous escomptiez. Par contre, pour baisser la glycémie, alors là, oui, ça, c'est quand même efficace pour ça. Bon, bah parfait, merci pour la réponse. Moi, je conseillerais juste, parce que je l'ai fait aussi, même si c'est pas conseillé, c'est pas conseillé, c'est de prendre plutôt du thé ou du café avec de l'érythritol ou de la stevia, ou sinon, ce que je faisais des fois, c'est du matcha latte, donc du lait de coco avec du matcha, qui est aussi puissant que le café, donc ça peut être aussi intéressant pour ceux qui veulent passer par une étape. Donc, j'aimerais donc parler aussi, donc on en a parlé rapidement, donc Sophie ou Evelyne, hein, de parler un peu technique, on va essayer de simplifier, mais de parler d'autophagie. Est-ce qu'on peut expliquer le système et qu'est-ce que ça fait au corps et comment c'est bien de passer à ce système d'autophagie? Être simple
Et parler d'autophagie, c'est comme faire un oxymore, hein? Donc, je vais essayer d'y aller simplement. En fait, avant de parler d'autophagie, je crois qu'il faut, on a déjà expliqué hein, que l'insuline avait un rôle de stockage. L'insuline, c'est une hormone là, qui a plusieurs divers rôles dans le corps. Et elle a aussi un rôle de signalisation d'abondance de nutriments. L'insuline, c'est un facteur de croissance. Donc, quand on est en mode alimentaire, que l'on mange et qu'on sécrète de l'insuline, le corps comprend là, qu'il y a une abondance de nutriments. Et des maîtres d'œuvre pour bien comprendre que le corps a plein de matériaux de construction, c'est la voie métabolique mTOR. Et là, mTOR, il faut le voir comme un censeur à nutriments. Lui, son rôle, c'est de dire présentement, j'ai plein de matériaux de construction, je peux faire des nouvelles cellules, je peux faire croître les cellules, je peux faire croître les tissus. Donc, le rôle de mTOR, c'est vraiment la croissance et la prolifération cellulaire. Évidemment, on peut le voir sous différents aspects, mais entre autres, quand on prend du poids, ben, on a une prolifération et une croissance de nos cellules adipeuses. Donc, quand on a une abondance de nutriments, qu'on a une sécrétion d'insuline, quand on a la présence d'acides aminés particuliers, quand la glycémie monte, ce sont tous des messages que mTOR perçoit comme d'acides aminés particuliers quand la glycémie monte. Ce sont tous des messages que mTOR perçoit comme positifs pour faire de la croissance cellulaire. Tantôt, Evelyne parlait de la bascule métabolique, quand on pratique le jeûne et qu'on multiplie ou on augmente les heures sans manger, évidemment, la glycémie devient très stable à la baisse. La sécrétion d'insuline, il y a toujours hein, de l'insuline en circulation, mais elle devient aussi très stable et à la baisse. Et donc, quand on arrête de mettre des nutriments en circulation, mTOR n'a plus les messages d'excitation, de dire on est en croissance cellulaire, et là, mTOR peut prendre une pause. Et quand mTOR prend une pause, ça laisse de la place au phénomène contraire là, de la croissance et de la prolifération cellulaire, le phénomène quand on est capable de faire le grand ménage. Et l'autophagie, c'est le grand ménage cellulaire. L'autophagie là, vient auto-soi-même phagie manger, donc quand les cellules sont capables de faire leur propre ménage. Il faut comprendre que dans le corps, on a un petit peu de tout. Hein? On a des cellules en super forme, on a des cellules un petit peu plus vieilles, on peut avoir des cellules même qui sont mutées ou légèrement mutées. On a des cellules qui sont très, très vieilles, qui auraient dû entrer en apoptose là, ou en mort cellulaire programmée et qui ont manqué un message, ils ont manqué le mémo à un moment donné, puis ils ne sont pas entrés en apoptose, ils sont restés là, dans le système. On a aussi des cellules qui accumulent des protéines mal repliées. Puis quand les cellules accumulent des protéines mal repliées, ça les empêche d'effectuer leur bonne fonction. Donc, quand on permet à l'autophagie d'avoir lieu à plus grande échelle, on permet le grand ménage qui va aller élaguer et récupérer ce qui est récupérable, faire du recyclage dans les vieilles cellules, dans les protéines mal repliées, dans les cellules sénescentes, dans les cellules avec des petites mutations. Donc, on peut même penser positivement là, avec de se dire que si on a une cellule précancéreuse quelque part et qu'on fait ou on amplifie notre autophagie, que le corps va aller faire le ménage et l'élaguer. Donc, est-ce que ça nous garantit d'être anti-cancer et tout ça? Évidemment, non. Mais cependant, quand on jeûne régulièrement dans des périodes qui se prolongent au-delà de 24 heures, on maximise nos chances que le ménage puisse se faire. Évidemment, l'autophagie se passe toujours au niveau endogène des cellules. L'autophagie a lieu, mais dans une moindre mesure, avec pas une amplification qui est marquée. Quand le corps tombe vraiment en état de jeûne, que la voie mTOR s'éteint progressivement pour finalement être au repos et que l'autophagie, elle, peut prendre la place et s'amplifier, mais plus les heures s'écoulent au-delà de, je vous dirais,
Chez les gens très, très, très actifs et en santé, au-delà de 16-18 heures. Chez les gens plus sédentaires et avec des maladies métaboliques, plus autour de 24, peut-être même 30 heures. Mais plus nos jeûnes s'allongent et se prolongent, plus on permet à l'autophagie de prendre place et de s'amplifier et de faire le grand ménage cellulaire. Merci, en fin de compte, tu as répondu à ma deuxième question, parce que je voulais parler de mTOR, parce que c'est souvent les grands éléments qu'on parle, autophagie et mTOR. Pour parler en fin de compte de ça aussi, donc on m'a toujours dit, moi en plus je crois qu'on en a parlé en off du docteur Fong, on m'a toujours dit, après je ne sais pas si c'est vrai, que pour que ce soit vraiment efficace, pour régénérer ces cellules, c'est minimum 72 heures de jeûne, donc 3 jours. Et certains disent 4 heures, 2 3 jours. Mais si on veut vraiment refaire, pas faire souvent le jeûne, mais vraiment faire un jeûne efficace, on fait 3 jours et là, on a reboosté le système. Est-ce que c'est vrai ou pas? En fait, moi, si je peux me permettre de continuer un peu dans cette lignée, c'est que il n'y a pas deux corps pareils. Alors, évidemment, puis, tu sais, de nos jours, faire de l'investigation in vivo, là, donc de l'investigation dans un corps vivant avec toutes les règles d'éthique qu'il existe, c'est très, très difficile d'étudier le jeûne ou les jeûnes prolongés et que aller investiguer là, au niveau endogène cellulaire, là, ça devient très, très, très complexe. Et donc, les chiffres qu'on obtient aujourd'hui, ce sont des chiffres qui ont été étudiés, oui, évidemment, chez des modèles animaux, mais aussi chez des modèles cellulaires. Et ça permet d'isoler une voie métabolique en particulier et ça peut nous donner des pistes sur ce qui se passe en vrai là, dans notre corps, là, comme dans le feu de l'action du jeûne. Cependant, le bémol que je veux apporter, c'est que j'ai de la difficulté avec l'acceptation de dire à partir de telle heure, il se passe telle chose. Ben, ça peut pas être vrai chez tous et chacun toujours. Donc, parce que ça dépend de plusieurs facteurs. Ça dépend de votre niveau de stress, ça dépend de votre niveau de fatigue, ça dépend de votre santé métabolique, ça dépend de quel genre d'alimentation vous aviez avant le jeûne. Est-ce que vous étiez céto ou pas? Est-ce que votre corps est déjà en train de produire des corps cétoniques? À quoi ressemble votre réserve de glycogène? Avez-vous fait du sport ou pas? Donc, tous ces facteurs-là font en sorte que c'est difficile d'affirmer à partir à 18 heures, il se passe X, puis à 24 heures, il se passe Y. C'est pas vrai chez tout le monde, en tout temps, en tout lieu. Cependant, il est vrai que plus vos jeûnes seront longs et plus ils seront thérapeutiques, au sens où plus votre pause de digestion sera longue, plus vous allez laisser le temps au corps d'installer des processus. Mais par rapport à cette question, puis ça va être la dernière question, parce que je crois que Evelyne doit partir. Donc, Evelyne, je vais te poser la question à toi. Que peut-on soigner avec le jeûne? Parce qu'on dit beaucoup de choses. Souvent, on parle du diabète et du cancer, même si donc, Sophie, heureusement, a indiqué que ça aide, mais ça pas tout faire, parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes et j'ai pas envie que vous en ayez aussi. Donc, on ne va pas affirmer des choses. Qu'est-ce que le jeûne peut régler comme maladie, comme problème de santé? Oui, c'est intéressant comme question, mais j'aimerais corriger un peu le terme que tu utilises. En fait, il faut pas, pour aider ou améliorer, on parle pas de régler, on parle pas de guérir, on parle pas de... En fait, c'est ça. Il faut pas penser que quand on pratique le jeûne de manière régulière et ou l'alimentation cétogène, on va se guérir. Il faut le voir comme ce sont des maladies qui sont chroniques, donc je vais vous en parler, là, lesquelles particulièrement peuvent s'améliorer, mais on va parler plutôt de renversement dans le sens où on va permettre de nettes améliorations. Mais si on arrête de faire du jeûne régulièrement ou si on arrête de bien manger, bien la maladie va revenir. Fait que c'est pas comme, mettons, une fracture qu'on met dans un plâtre, l'os se consolide et puis voilà, l'os est réparé, puis c'est fini, là, on t'a enlevé le plâtre, puis on n'en a plus besoin. Il faut continuer à avoir une bonne alimentation, des bonnes habitudes de vie, continuer à pratiquer le jeûne si on veut continuer on n'en a plus besoin. Il faut continuer à avoir une bonne alimentation, des bonnes habitudes de vie, continuer à pratiquer le jeûne si on veut continuer à en obtenir des bienfaits. Donc, mais cela dit, pratiquer le jeûne de manière régulière, par exemple, peut nous aider à améliorer toutes les maladies, en fait, qui sont connexes
qui ont comme origine, en fait, l'hyperinsulinémie et la résistance à l'insuline. Donc, que sont ces maladies-là? Le syndrome métabolique, le prédiabète, le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, la stéatose hépatique, la maladie du foie gras non alcoolique, le syndrome des ovaires polykystiques, entre autres. Donc, il y en a d'autres, là, mais ça, c'est les principales maladies, les principaux problèmes de santé qui sont nettement améliorés avec l'alimentation faible en glucides, l'alimentation cétogène et ou le jeûne. Le jeûne en particulier, puisque c'est le sujet de notre conversation aujourd'hui. Mais tous ces problèmes de santé-là ont à la base, en fait, habituellement, chez la majorité des gens, ont comme racine commune, en fait, elles surviennent chez des gens qui sécrètent trop d'insuline trop souvent et habituellement, cela est dû aux habitudes de vie, incluant l'alimentation. Ça peut être dû à des médicaments aussi, etc. Mais habituellement, par exemple, la majorité des gens, des patients qui nous consultent à la clinique, leur état d'hyperinsulinémie et de résistance à l'insuline est causé par leurs habitudes de vie. Et donc, ça, c'est réversible par les habitudes de vie. Cela dit, par exemple, on va prendre un exemple beaucoup plus concret, le diabète de type 2. Donc, le diabète de type 2 est caractérisé par des glycémies, donc un taux de sucre dans le sang qui est trop élevé, anormalement élevé, et qui peut entraîner toutes sortes de complications que j'imagine qu'on connaît bien. Ça peut donner, c'est très dur pour le cœur, donc ça peut mener à des crises de cœur, ça peut mener à des infections dans les pieds, par exemple, qui peuvent mener à de la gangrène, à des amputations. Ça peut mener à une insuffisance rénale qui éventuellement peut mener à la dialyse, etc. Et donc, le diabète de type 2, on le constate quand les taux de sucre dans le sang sont trop élevés. Donc, il y a trop de sucre dans le sang. La logique veut qu'on diminue la quantité de sucre en circulation dans le sang et ça va améliorer la santé et ça va diminuer potentiellement les besoins en médicaments. Donc, quelqu'un qui est diabétique de type 2 et qui pratique le jeûne de manière régulière, assidue, par exemple, 3-24 heures par semaine, suivi de 1,42, varier les patrons de jeûne comme ça, mais chaque semaine, toutes les semaines, eh bien, chez la plupart de ces patients-là, on voit que la glycémie baisse. Et donc, éventuellement, il faut baisser les doses de médicaments. Donc, on baisse les médicaments, puis il faut en arrêter 1, en arrêter 2, en arrêter 3, en arrêter 4. Puis, éventuellement, la plupart de nos patients en viennent à ne plus avoir besoin de médicaments pour faire baisser la glycémie. Ils font baisser leur glycémie avec le jeûne. Mais là, on comprend là, que si on a réussi à baisser la glycémie par des bonnes habitudes de vie, entre autres le jeûne, et que là, on dit, ça y est, mes glycémies sont normales, je n'ai plus de médicaments hypoglycémiants, donc je suis comme avant, puis on arrête de pratiquer le jeûne et on se remet à manger ce qu'on mangeait avant et on se remet à ne pas jeûner, donc à manger plusieurs repas par jour, 3 et plus, et grignoter, comme tu le fais, Thierry, entre les glycémies vont se remettre à monter. Là, c'est pas guéri. C'est pas... quand on parle d'inverser ou de renverser, en France, vous utilisez davantage le terme inversé. Nous, en Amérique du Nord, on préfère le terme renverser, mais c'est la même affaire. On parle, en fait, de plutôt faire le chemin en direction inverse, mais le chemin n'a comme pas vraiment de ligne d'arrivée. Il n'y a pas un moment où on peut dire ça y est, c'est guéri, je m'en suis débarrassée, c'est fini. Là, maintenant, je peux manger, faire n'importe quoi, puis mes glycémies vont rester belles parce que c'est guéri. C'est pas guéri. C'est mieux géré, c'est contrôlé, c'est amélioré par le jeûne, par exemple. Mais et ça fonctionne tant qu'on persévère avec le jeûne et qu'on en fait vraiment une habitude de vie. Donc, la plupart des problèmes de santé qui sont améliorés par le jeûne, voire renversés, c'est des problèmes de santé qui ont comme racine commune l'hyperinsulinémie et la résistance à l'insuline. D'ailleurs, je ne sais pas si tu me permets, là, mais j'en parle en long et en large
dans le livre auquel Sophie a collaboré d'ailleurs, Inverser le surpoids et le diabète, disponible aux éditions Thierry Soucard, tout comme le livre du jeûne, Comment jeûner, aussi aux éditions Thierry Soucard. Donc, ce sont 2 livres, en fait, qui apportent les clés de comment prendre en main, comment vraiment reprendre le contrôle de sa propre santé métabolique. Et on a rarement vu des gens chez qui ça ne fonctionnait pas. Rare, c'est très rare, très, très rare. Merci de m'avoir repris. Dans tous les cas, c'est ce que je voulais dire, mais je me suis mal exprimé. Et ça tombe bien que tu parles de ça parce que j'ai déjà fait 2 épisodes dessus. Je parlais un peu de la discipline, parce que le fait qu'il faut avoir une philosophie. Alors moi, le jour où j'ai commencé le jeûne et je me suis pas arrêté et que je commençais l'alimentation cétogène, c'est vraiment une philosophie. C'est pas juste comme malheureusement les magazines et les gens le disent, c'est une mode, il faut faire le jeûne et on va maigrir et ensuite on reprend maigrir et ensuite on reprend les vieilles habitudes. C'est pas ça. Il faut vraiment avoir une philosophie. Donc merci de l'avoir précisé. Donc, je mettrai tous les liens pour aller vous joindre. Donc, grand merci à Sophie, grand merci à Evelyne. Donc, je mettrai tous les liens pour les suivre, aller donc voir ceux qui sont à Montréal et même ceux qui ne sont pas à Montréal, aller faire un tour au Québec pour aller donc vous rencontrer et vous écouter. Grand merci à vous. J'espère vous réécouter sur le podcast et puis je vais continuer aussi à lire ce que vous proposez. Donc, grand merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nutri Podcast jusqu'à la fin. Donc, si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr donc note-le avec une note numéro 5 étoiles s'il te plaît. Donc cela donc, va m'aider à continuer et à pouvoir donc monter dans les classements donc, des plateformes de podcast. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement donc, dans ta boîte email, envoie donc moi un email à contact@nutri.fr. Donc Nutri c'est NUUTRY.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao ciao.